Estelle Youssoufa, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Écoutez, vous êtes à 72 heures du premier tour, vous êtes en campagne depuis 1 an, vos compétiteurs sont à genoux épuisés et vous êtes rayonnante, souriante, vous pétez la forme. Comment vous faites, Estelle? C'est faux, c'est beaucoup de maquillage, c'est le petit truc que les femmes ne disent pas. Mais oui, effectivement, un an de campagne, c'est gentil, mais les compliments ne fonctionnent pas. Ça, c'est faux. La réalité, c'est que comment dire, la campagne effectivement s'achève bientôt. On sera en silence électoral. Et moi, je voulais pousser un coup de gueule. Oui, vous m'avez dit, je suis grognon. Oui, non, je suis pas, non. En fait, non, je suis assez furieuse du niveau de cette campagne. Il y a des campagnes de caniveau et puis il y a des campagnes de magicavo. Moi, je voudrais rappeler que quand même, il y a 3 candidats dans cette élection qui sont mis en examen. Et c'est à se demander s'ils cherchent à servir Mayotte ou l'immunité parlementaire. Alors, Théophane Narayana est mis en examen pour association de malfaiteurs parce qu'il est soupçonné d'avoir engagé des hommes de main pour tabasser une avocate. On attend toujours la suite de l'instruction. Monsieur Bourra et Madame Ramlati sont mis en examen dans une affaire de fraude électorale. Ensemble, d'ailleurs. Ensemble, dans la même affaire. Et tout ce petit monde fait campagne comme si de rien n'était. La presse n'en parle pas. On est dans une campagne d'amnésique. Alors, j'allais le dire. Il y a absolument présomption d'innocence, mais on attend toujours que la justice fasse son travail. Et je le dis parce que c'est important. Dans une campagne avec des enjeux aussi importants pour les 5 prochaines années à Mayotte, on est sur le point d'envoyer potentiellement des personnes qui sont mises en examen, représenter Mayotte, nous représenter la nation, et après on se demande quelle image, quel message on envoie, non seulement à l'extérieur, mais aussi à nos enfants. Moi, je voudrais lancer un appel civique, un appel démocratique. Il y a beaucoup d'électeurs qui sont écœurés par la politique à Mayotte. La politique à Mayotte, mais la politique dans tout le pays. Et le discours, c'est tous pourris. C'est tous pourris. Et c'est très difficile pour des personnes comme moi, qui sont honnêtes, qui sont intègres, qui vont dans la campagne pour porter des idées, d'être face à des gens qui se baladent comme si de rien n'était. Et je dois le dire, avec la complicité de la presse qui subitement participe à l'amnésie collective, en ne rappelant pas aux uns et aux autres que quand ils veulent casser une DSP, qu'ils ont des intérêts dans la DSP en question, qui sont en conflit avec les parties prenantes. Personne ne dit jamais rien. Et comme ça, on laisse prospérer, puis on va découvrir où le procureur va subitement se rappeler, ou le parquet national financier va subitement se rappeler que, il faudrait peut-être enquêter ou faire avancer des instructions qui sont au point mort. Au point mort et qui peuvent rester au point mort quand la personne est aux affaires. Alors à un moment, il faut avoir de la cohérence. De la cohérence, et je le dis aux électeurs et aux électrices, et c'est pour ça que je voulais envoyer ce message. Parce que quand on entend des gens qui non seulement n'ont pas d'idées, mais se baladent et font campagne et promettent ouvertement des emplois, de la construction, de l'aide aux associations, je rappelle que c'est strictement interdit par le code électoral. Et à un moment, on s'interroge quand même sur ce qui se passe au niveau des services de l'État, de la justice, de la police à Mayotte. C'est pas une république bananière. À Mayotte, il y a des règles, la République ne s'arrête pas, on doit permettre d'avoir des élections propre. Mayotte mérite, nos électeurs méritent mieux. Moi, je ne me satisfais pas de cette espèce de comédie générale où après, on va voir subitement, une fois les personnes élues, mais une fois les personnes élues, tout va ressortir, toute la boue va ressortir, et après on va dire, parce que c'est aussi une des positions de l'État, de dire, vous savez, Mayotte, ils sont tous pourris, faut éviter parce que, vous savez, les investissements quand même, etc. Alors nous, électeurs, on a une responsabilité et il faut qu'à un moment, on exerce ce droit. Et je dis à celles et ceux qui sont écœurés que c'est aussi leur possibilité de faire le ménage dimanche et d'envoyer un message clair que Mayotte est contre la corruption et Mayotte ne s'achète pas. Alors Estelle, quand même, et
tournera la page de ce coup de gueule pour pouvoir parler d'idées. Les 3 candidatures en question dont vous parlez, elles ont été validées par la préfecture, ce qui veut dire que chacune des 3 personnes remplissait les conditions du même code électoral. Parce que la loi Macron sur la moralisation de la vie publique, que le candidat Macron avait promis il y a 5 ans, n'est jamais passé. Et que normalement, le candidat Macron, lors de son premier mandat, avait promis que les personnes qui ont un casier judiciaire ne pourraient pas se présenter. Être mis en examen ne veut pas dire avoir un casier judiciaire. Il y a un candidat qui a un casier judiciaire. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, en l'occurrence, quand le président Macron, et effectivement, vous avez raison de le souligner, le poisson pourrit par la tête. Quand il y a des membres du gouvernement qui sont effectivement mis en examen et qui restent aux affaires, on comprend que le message pour le pays, c'est que continuer, circuler, il n'y a rien à voir. Moi, je dis et je défends, et ça fait partie de mon programme, je défends l'intégrité, la lutte contre la corruption et une campagne propre pour un mandat propre. Parce que les enjeux pour Mayotte sont effectivement extrêmement importants sur les 5 prochaines années. C'est l'emploi, c'est la jeunesse, c'est l'économie, ça veut dire construire un projet. Si vous voulez, parlons de jeunesse, Estelle, parce que c'était le sujet que vous vouliez aborder. Et c'est vrai qu'avec ce qui s'est encore passé dans la circonscription sur laquelle vous voulez être élu à Koungou il y a 3 jours, c'est vrai que la question de cette jeunesse, elle prend tout son sens. On dit que la jeunesse est une chance. À Mayotte, est-ce que la jeunesse est vraiment une chance quand on voit aujourd'hui que l'immense majorité des exactions et des crimes sont commis par des jeunes? Moi, je pense qu'il faut changer de regard sur notre jeunesse. Effectivement, cesser de la voir comme une menace, ne pas mettre toute la jeunesse dans le même panier. Les délinquants, quel que soit leur âge, sont des délinquants ou des criminels. Et il ne faut pas faire de généralisation. Notre jeunesse est une chance, elle a des talents, elle a des ambitions et il faut les outiller. La première chose, évidemment, c'est pour répondre sur la question de la sécurité, que je ne mets pas dans la question de la jeunesse. La question de la sécurité, c'est un 2e centre pénitentiaire, c'est envoyer les mineurs délinquants dans l'Hexagone ou à La Réunion, c'est permettre le retour des policiers, des gendarmes et des agents pénitentiaires mahorais à Mayotte avec une égalité de traitement. Mais sur la jeunesse, la grosse majorité de notre jeunesse qui veut étudier et qui veut travailler. Pour eux, ce dont on a besoin, c'est une université de plein exercice, c'est un centre hospitalier qui soit universitaire, c'est-à-dire qui permette de former les soignants mahoraises et mahorais. C'est aussi un centre de recherche sur le volcan qui est sous nos eaux pour que Mayotte puisse être la gardienne et travailler sur ce qui est dans ces eaux. C'est construire des partenariats à l'international pour former nos jeunes dans les pays qui travaillent sur le gaz, sur l'environnement, sur le pétrole, sur les nouvelles technologies. Ça veut dire aider nos jeunes à aller à l'international. Et puis pour nos étudiants et nos étudiantes, là c'est un sujet qui concerne directement le député, c'est travailler à ce que les bourses nationales soient indexées sur l'inflation. Moi, je rappelle la pauvreté et la misère dans laquelle sont les étudiants actuellement. L'inflation les frappe en premier. Ils sont extrêmement vulnérables. Il y a aussi une deuxième chose qui est importante, avoir un Crous à Mayotte, mais c'est aussi la question d'avoir une aide à l'installation pour les étudiants ultramarins quand ils arrivent dans l'Hexagone. Et aussi une aide au retour. Parce que le sujet actuellement, c'est qu'on envoie nos jeunes et qu'on ne permet pas leur retour à Mayotte. La troisième chose, évidemment, la jeunesse, c'est pas juste l'éducation. L'éducation supérieure, c'est aussi la formation continue. On a beaucoup de décrochage scolaire à Mayotte et on n'a pas assez de solutions pour celles et ceux qui ont décroché et il faut travailler là-dessus. Alors j'ai deux questions. La première, et on va partir des plus jeunes. On se retrouve dans le système scolaire, puisque le jeune, avant de partir faire ses études, il faut qu'il apprenne à lire, écrire, compter. On se retrouve dans le système scolaire avec des classes, et je ne l'invente pas, hein, c'est le rectorat qui le dit, à l'intérieur desquelles il peut y avoir une majorité d'enfants qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, qui ne savent ni tenir un cahier ni un crayon, mais en plus qui n'ont pas la français et qui n'ont pas l'âge. Il y a un sujet. Bien sûr. Je pense que c'est important. Et quand on discute avec les enseignants, ils nous alertent là-dessus. Il y a effectivement des élèves qui sont complètement allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas du tout français et qui doivent être dans des classes particulières. Qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas parce que ces classes sont déjà débordées. Et en fait, il ne s'agit pas simplement de leur apprendre à parler le français, il s'agit aussi, et à la base, de leur apprendre à se comporter dans une école ou dans une classe, parce que ces enfants n'y ont jamais mis les pieds, ne savent pas ce qu'est un crayon, ne savent pas ce qu'est un cahier. Mais il y a aussi un sujet
sur le fait qu'on inscrit tout le monde à l'école de la République, ce qui est la base de la loi, mais sans vérifier l'âge des élèves et sans vérifier leur identité. C'est-à-dire qu'on met en danger les élèves et les enseignants en ayant des adolescents qui sont en pleine puberté avec des enfants de 5-6 ans et où quand le maître arrive en classe, découvre un gamin en CM1 qui est censé avoir 7 ou 8 ans et qui a la carrure de quelqu'un de 16 ou 17 ans. Donc à un moment, il va falloir s'interroger et travailler au niveau de la loi pour qu'on vérifier l'âge avant d'inscrire. On ne peut pas continuer non seulement sur cette logique de massification de l'école primaire, mais en plus d'espèces de grandes haltes-garderies où quand il y a des enfants qui sont violents ou des adolescents qui sont violents, la seule réponse, c'est de dire on les change d'établissement. Donc en fait, on est en train de gangréner, comme l'île, ce n'est qu'une île, au final on a gangréné tout l'espace. Ça, c'est un sujet. Vous aviez une deuxième question? Oui, j'ai une deuxième question, c'est-à-dire les enfants arrivent à l'école plus jeunes, certains échouent, hein, et on pourrait aussi reparler de la gestion de l'échec scolaire, mais il y en a qui réussissent, qui ont des compétences et qui vont pouvoir apprendre un métier, etc. Sauf que voilà, ils sont arrivés comme beaucoup, dans un quassa, même s'ils ont respecté les règles et tout, ils sont allés à l'école, ils ont fait leur job correctement et arrivent leurs 17 ans. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, ce jour-là c'est le début de la fin de leur vie, il leur reste 1 an et au bout d'1 an, ils ne sont plus en situation régulière sur le territoire et on le sait tous, quand on connaît certains de ces enfants-là, le jour de leurs 18 ans, la vie s'arrête, ils deviennent clandestins et dans cette année entre 17 et 18 ans, leurs études, si tant est qu'ils doivent faire des stages, si tant est qu'ils doivent faire de l'apprentissage ou autre, c'est juste impossible. Qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes? Si vous êtes élue, Estelle, qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes-là? Et ils sont nombreux. Et ce ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des délinquants, c'est des jeunes gens. Je pense qu'il y a un sujet, c'est que l'État a pris la responsabilité de ces jeunes en les laissant entrer, en les laissant rester. Parce qu'on est dans un espèce de vide juridique où en fait on dit, et la pratique à Mayotte, c'est vous êtes potentiellement français, donc on ne vous expulse pas. Parce qu'à 18 ans, vous pourriez accéder à des papiers, donc même si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas expulsé. Et c'est même toute la stratégie migratoire qui est mise en œuvre par ces mères qui viennent accoucher et qui utilisent leurs enfants comme motif pour ne pas être expulsés. C'est un argument de défense de tous leurs avocats au tribunal administratif. Absolument. Mais le sujet, c'est que ces enfants ou ces adolescents sont effectivement totalement instrumentalisés et qu'on les bloque. Nous, on a eu des discussions lors de la campagne dans les zones où il y a énormément d'étrangers en situation irrégulière, des jeunes en grande majorité. Le sujet, c'est quoi? C'est que Mayotte, au rythme où on en est, il y a 10 000 naissances, plus de 10 000 naissances par an. Il faut créer plus de 10 000 emplois par an. On n'y arrivera pas. Il faut un constat de réalité et arrêter de se mentir. Il n'y aura pas 10 000 emplois ni au CD, ni dans les mairies, ni dans 10 000 emplois aidés par an. C'est une aberration. Il faut effectivement créer de l'emploi privé, mais il faut aussi permettre à ces citoyens étrangers qui ne seraient pas régularisés, parce qu'il y en aura, leur permettre de quitter le territoire. Il y a d'abord la fin du visa territorialisé pour ceux qui seront régularisés, mais aussi travailler avec les partenaires étrangers dans les zones qui recrutent. Je pense aux pays du Golfe, pour lesquels les citoyens comoriens peuvent circuler assez facilement. Moi, on en a discuté en campagne. Il y a beaucoup de jeunes Comoriens où on leur a dit, si on travaille avec la diplomatie aux Émirats, au Koweït, au Qatar, et qu'on leur dit, parce que ce sont des zones où il y a des emplois, qui cherchent des jeunes, et on leur dit, on vous aide à trouver du boulot. Qu'est-ce que vous en dites? Ils disent, nous, on part. On part parce que d'abord, la première chose que veulent ces jeunes, c'est du boulot. C'est du boulot et ce n'est pas une question simplement d'être dans une logique ni de violence, c'est une logique de survie. Et tant qu'on n'a pas de réponse et qu'on maintient avec un verrou administratif, le verrou territorialisé, ces jeunes à Mayotte, on est en train de créer les bombes de demain. Donc à un moment, il va falloir non seulement permettre que Mayotte puisse permettre à celles et ceux qui veulent aller en métropole d'avoir la fin du visa territorialisé, ceux qui sont en situation régulière puissent partir, et ceux qui ne peuvent pas et qui n'ont pas vocation à être régularisés, les aider à quitter le territoire dignement, avec un travail et notre diplomatie, nos efforts, mon réseau, travailler avec les uns et les autres, ça veut dire les aider à s'installer ailleurs. Il y a du boulot ailleurs dans le monde. Notre situation n'est pas
comment dire, la terre ne s'arrête pas à Mayotte et il faut en prendre conscience. Si vous êtes élue, Estelle, bon, je ne pense pas que vous serez élue au premier tour, il y a 11 candidats dans votre circonscription. Mais Anne-Constance, je vous laisse votre pessimisme. Nous, on part pour être élus au premier tour. Évidemment, avec Saïd Kambi, on se bat pour être élus au premier tour. Au cas où, si vous êtes élu le 19... le 12. Très bien. Donc, si vous êtes élu dans ces législatives 2022, quand je serai élu, voilà, vous vous engagez à faire ça? Évidemment, à trouver des solutions pour tous ces jeunes gens qui ne sont pas des voyous. Il faut absolument qu'on trouve des solutions pour les jeunes qui sont étrangers et qui ont besoin et qui ont les capacités, qui ont prouvé qu'on ait des partenariats avec les universités à l'étranger pour lesquels les Comoriens n'ont pas de difficultés, et il faut que Mayotte se positionne pour les aider à trouver des issues. On ne peut pas juste dire, se plaindre, se lamenter et dire uniquement une réponse comment dire, judiciaire ou pénitentiaire. À un moment, ils ont une envie de dignité qui est louable. Et légitime. Et moi, je défends une position de fermeté, mais aussi d'humanité. Et effectivement, il ne faut pas mettre tous les jeunes dans le même sac. Il y en a beaucoup qui sont victimes de cette violence, qui sont traumatisés. Il y en a beaucoup qui étudient dans des conditions terribles et malgré tout qui ont une envie de réussite. Le sujet, c'est qu'on ne peut pas transformer Dembéni en université comorienne parce que ces jeunes sont condamnés à étudier à Dembéni parce qu'ils n'ont pas de permis pour aller ailleurs. Et on ne peut pas continuer à avoir l'éducation nationale avec des professeurs qui continuent à les bercer d'illusions en leur disant « vous pourrez continuer » alors qu'ils savent parfaitement qu'administrativement, ce n'est pas possible. Donc on doit réfléchir à de nouvelles solutions. Merci Estelle Youssoufa, c'est déjà la fin de ce temps de parole. Merci pour toutes ces infos. Moi j'aurais aimé dans cette campagne, et c'est mon coup de gueule à moi, j'aurais aimé dans cette campagne qu'on puisse davantage entendre des propositions comme celle-là, qui est fort intéressante, qu'on aurait pu confronter avec d'autres candidats. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Je le regrette, mais je vous souhaite quand même une bonne fin de campagne, Estelle. Merci, une bonne journée à tous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.